Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici à plusieurs titres pour le groupe et pour la dynamique de l'humain et digne. Merci beaucoup pour l'invitation. Et aussi parce qu'il me semble important à deux raisons d'avoir cette démarche de vulgarisation de ces questions, parce que c'est des questions qui sont importantes. C'est des questions dont on parle souvent, mais je pense que, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu ce soir et également de discuter avec vous, c'est un regard un peu différent sur la notion de conflit et de guerre civile. Donc probablement que je serai certains déçus, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas avoir le temps forcément de couvrir. Il va y avoir aussi un angle que je vais expliquer. Je reviendrai. Maintenant je connais le chemin. Donc voilà, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc en fait, l'idée ce soir, c'était de parler des conflits civils. Donc je vais très peu parler, mais si vous avez des questions sur quel est le regard des économistes sur les conflits entre États, évidemment, regard de l'actualité récente, c'est quelque chose qui est revenu au cœur de l'agenda. Mais moi, ça va être essentiellement sur la question des conflits civils, donc des guerres civiles, donc des conflits qui vont avoir lieu au sein des pays, souvent entre l'État et des groupes armés, d'accord? Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais si vous avez des questions sur les conflits entre les États, surtout n'hésitez pas à m'interpeller sur cette question. Et donc ici, je pense qu'il y a encore quelques années, si j'avais été invité, je vous aurais présenté sur les déterminants des conflits. De manière assez classique, je vous aurais expliqué ce que les économistes et plus généralement en sciences sociales, quelles sont aujourd'hui les conclusions de la recherche sur ces questions-là. Là, je vais partir sur un aspect qui, à mon sens, est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus novateur et je pense donne une grille de lecture un peu différente qui va vraiment être de vous présenter un certain nombre de coûts en fait, de la violence et de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que comprendre, estimer, quantifier c'est quoi la violence, c'est en fait un paramètre qu'on faisait très peu jusqu'à maintenant, qu'on développe de plus en plus et qui est extrêmement important notamment dans la question de rompre en fait ces cycles vicieux de violence. Donc juste pour commencer, je vais commencer avec une première carte et après quelques chiffres pour fixer les idées. Alors probablement que vous avez tous en tête la récurrence de ces conflits armés. Mais ici, ce que vous pouvez voir cette carte, c'est en 2023, c'est le nombre de pays pour lesquels on a au moins un conflit civil qui est en cours en 2023. Donc, ce que vous pouvez voir de manière quand même assez malheureusement remarquable, c'est la diffusion spatiale de la notion de conflit armé. À nouveau ici, la manière dont c'est défini, notamment en sciences politiques, c'est vraiment quand vous avez un État qui est en conflit avec des groupes armés ou un groupe armé. Ces groupes armés, ça peut être des groupes qui veulent faire sécession pour une région, qui sont soutenus par des pays tiers, qui peuvent être soutenus par différentes autres factions dans le pays. Ça prend en compte toute la nature de ces conflits, mais c'est pour donner une première image de l'importance géographique. Et maintenant, pour donner une autre perspective, et moi c'est la manière dont souvent, en tant qu'économiste, je parle des conflits, ça m'est arrivé d'avoir d'autres collègues économistes qui me disent mais pourquoi on devrait s'y intéresser? Passons l'aspect moral de la chose, mais en tant qu'économiste, c'est des choses qui ont été souvent avancées au départ. Et donc, malheureusement, on a ces chiffres que vous pouvez voir ici, sur le fait qu'il y a un quart de la population mondiale, d'accord, en 2023-2024, qui a, dans un rayon de 5 km de leur lieu de vie, ont été affectés par au moins un événement lié à un conflit armé. D'accord? Donc, en tant que chanceux de vivre dans des pays avec une forme de certaine stabilité politique, institutionnelle et aussi économique, on ne se rend probablement peut-être pas compte, c'est quand même un quart de la population mondiale. Et si on regarde d'autres chiffres, on a grosso modo à peu près 2,7 milliards d'individus qui vivent aujourd'hui dans des pays dont une partie du pays est affectée par une violence ou par un conflit civil. D'accord? Donc ça c'est pour marquer les esprits, pour donner un chiffre quand même sur l'importance de la question des conflits civils aujourd'hui, dès lors qu'on parle notamment en termes de développement économique, de croissance. Un autre point important et qui explique peut-être le titre, qui rompt le cycle vicieux de la violence, c'est des statistiques donc, qui datent un tout petit peu, mais qui malheureusement en fait, sont relativement, et toujours grosso modo les mêmes aujourd'hui. C'est que quand on regarde les conflits civils, il y a deux autres statistiques qui sont marquantes.
c'est que c'est des conflits qui durent dans le temps. C'est-à-dire que sur la période de 1960 à 2006, on a 20% des nations dans le monde qui ont traversé plus de 10 ans de conflits civils. Donc c'est non seulement des événements qui sont récurrents dans le temps, mais qui vont aussi se répéter pour de nombreux pays. Et l'autre statistique, et qui va vraiment parler à la question de rompre ces cercles vicieux de la violence, c'est vraiment le fait que si on regarde sur les 10 dernières années, les pays qui ont connu des conflits civils, 90% de ces pays avaient connu dans les dernières décennies des conflits civils. Donc non seulement les conflits civils sont très, je dirais, énormément de pays sont touchés, mais dès lors que des pays sont touchés, on voit que ça augmente drastiquement la probabilité que ces pays replongent dans des conflits civils, et il y a une durée des conflits civils qui peut être extrêmement importante. C'est-à-dire que ce n'est pas des événements de 2-3 mois, non, ce qu'on trouve c'est que 20% de ces événements-là, de pays qui sont affectés, c'est des conflits qui vont durer pendant plus de 10 ans. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, l'idée ici, c'est sur social, mais je dirais juste en tant que sur social, économiste également, se pose de fait la question de comment est-ce qu'on peut réduire, je dirais, la probabilité, le fait que des pays basculent dans un conflit civil, et notamment comment est-ce qu'on sort de ces épisodes finalement de conflits civils. Donc, évidemment, vous avez probablement tous en tête à la fois les différents outils, les différentes doctrines qui sont notamment disponibles pour les organisations internationales telles que l'ONU, donc on va pouvoir avoir le déploiement de troupes, on va avoir après des choses qui vont être liées au désarmement, à la démobilisation d'un certain nombre de groupes armés, on va avoir une promotion également des droits humains, on peut avoir des relances économiques avec des investissements internationaux, on peut avoir également des récits qui sont faits de paix par un certain nombre de leaders. Mais quels que soient en fait ces types d'interventions dans les conflits, que ce soit par des organisations internationales, par des organisations locales, par des ONG, par les pays, il y a malheureusement, le regretter, mais c'est une réalité, toutes ces interventions à des niveaux divers vont avoir un coût. D'accord ? Elles vont avoir un coût, ça peut être un coût politique, ça peut être un coût social, ça peut être un coût humain, et ça peut avoir aussi, très souvent, des coûts financiers. Et quand on discute un petit peu donc avec les qui participent en fait à l'élaboration de plans de paix ou à des discussions ou à des discussions sur des cessez-le-feu, il y a toujours la question de quel est le coût potentiel et quels sont potentiellement les bénéfices. D'accord ? Et ce que je veux vous montrer en fait aujourd'hui, c'est que cette question d'analyse de coût-bénéfice, donc c'est quelque chose qui est très important dans la façon dont ces organisations internationales au sens très large vont penser la question de l'intervention. Et ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en réalité, on a eu pendant très longtemps, et toujours aujourd'hui, une analyse de coût-bénéfice qui a complètement oublié une partie du coût de ces conflits. Et de fait, et c'est un peu, à mon sens, le rôle aujourd'hui des chercheurs, c'est de pouvoir proposer des nouvelles grilles de lecture, des nouvelles grilles d'analyse, pour mieux quantifier quels sont ces coûts, de telle sorte à pouvoir proposer aux décideurs politiques une analyse coût-bénéfice qui soit, je dirais, la plus proche de la réalité, de telle sorte à ce que les politiques devraient être menées, et qui probablement ne l'ont pas été à cause d'analyses coût-bénéfice qui étaient finalement de mauvaise qualité, parce qu'en l'absence d'informations fiables, puissent être probablement revisitées aujourd'hui. Mathieu, tu peux dire ce que c'est les récits? Désolé. Récit de paix, ça veut dire quoi? Alors, c'est une très bonne question. Merci, Ça a une littérature super intéressante, et ça me permettra de faire un peu d'autopromotion. C'est une dernière article sur laquelle je travaille. Ah tiens, je suis bon. Merci. Je ne vais pas demander de poser la question, je ne suis pas sûr. Hein. Non, promis. C'est un peu, si tu veux, les narratifs qui peuvent être faits par des leaders internationaux sur la paix. Donc là, pour donner quelques exemples, il y a tout un tas d'articles récents en fait, de recherche qui montrent que des leaders politiques ont eu à un moment donné dans l'histoire, et notamment dans certains pays, la capacité de modifier le comportement ou de modifier les croyances des individus. Et que ça a pu avoir, et ça a pu modifier les rapports de force au sein d'un groupe.
Et donc en ce moment où on travaille, et on est censé finir là cette semaine, le rôle par exemple du pape dans les conflits armés en Afrique. Et donc on a regardé depuis 1997 sur comment est-ce que le discours du pape fait depuis Rome, depuis le Vatican, comment est-ce que ce discours, quand il parle d'un pays africain et du conflit, comment est-ce que ça affecte la dynamique de violence. Et donc on regarde ça à partir d'outils statistiques, mathématiques, et tu vois, et ce qu'on va arriver à montrer, c'est assez riche parce qu'on couvre trois papes différents, et on va montrer par exemple que en moyenne, Jean-Paul II et Francis ont eu un effet qui fait que dans les semaines qui ont suivi leur discours sur un pays pour réduire la violence, qui appelle à la paix, on observe une décroissance de la violence qui est à peu près de 20 à 30%. Voilà. Alors on est à peu près sur 8 semaines. Voilà. Ouais, après, mais quand on regarde j'ai perdu son nom. François. Exactement. Non, c'est pas François qui écrit, non, celui d'avant. Benoît. Elle a Benoît 7. Elle a lui, il a augmenté la violence. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a augmenté la dynamique de violence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours de Regensburg en 2006. Oui. Et en fait, ce qu'on trouve dans les données de manière très claire, c'est qu'il y a un avant et un après le discours de Regensburg. C'est-à-dire que la manière dont il a parlé de l'islam au moment de ce discours de Regensburg a complètement modifié la perception des populations en Afrique de son discours. Et là, tu vois, on est vraiment dans le cas du récit de paix. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une persistance, une défiance du discours de l'Église en Afrique sur la violence, même au moment où il est décédé. C'est-à-dire que même Francis aujourd'hui, il a un François. C'est pas grave, il est bientôt mort. en anglais. Ce sera Francis. Même François, et donc ça, c'est vraiment la notion de ces récits. Et par exemple, sur cette question-là des récits, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que un discours qui a été potentiellement bien préparé, qui a des relais locaux, parce qu'on montre l'intérêt des relais locaux, en fait, c'est ce que nous on appelle avec un coût très faible, parce qu'en réalité, c'est une prise de parole, et c'est pas l'intervention physique en fait de troupes armées qui peuvent être coûteuses. C'est ça les versets. Merci. Mandela serait dans ce cas-là? On a, alors, en économie, on n'a pas d'article de recherche sur Mandela, mais par contre, en sciences politiques, il y a une étude sur ces narratifs-là. Ça va dans le même sens? Ils n'ont pas d'analyse quantitative. Donc, en termes de magnitude, je ne saurais pas te dire exactement sur la dynamique. Mais a priori, oui, je veux dire. Oui. Mais en termes de magnitude, ça, je ne saurais pas te dire. Donc, pour revenir sur la question des coûts économiques, il y a deux aspects essentiels. Le premier, je vous en dirai quelques mots, c'est sur l'évaluation quantitative des coûts, qui est quelque chose qui est extrêmement important, parce que notamment ça va nous permettre d'éviter tout ce qui va être des biais, des erreurs dans l'estimation de ces coûts réels. Et à nouveau, il faut garder en tête que c'est pas, on fait toutes des erreurs, mais là on est quand même en train de parler d'erreurs qui peuvent être cruciales sur la décision politique qui peut être prise derrière d'intervenir dans un conflit. La deuxième chose, c'est comprendre les canaux d'intervention. C'est-à-dire que c'est très bien de se dire il faut intervenir, mais il y a encore mieux, plus profitable, si en plus de l'intervention, on sait comment on pourrait intervenir et quelle serait la manière, et je dirais la stratégie la plus efficace pour intervenir. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a essentiellement, et on l'a très récemment sur l'Ukraine, si vous regardez, la manière la plus facile d'identifier les coûts au conflit et la plus tangible, c'est généralement de mesurer, d'estimer quelles sont les destructions d'infrastructures. D'accord ? Et la manière d'estimer le coût du conflit, ça va être de dire il y a eu tant de destruction d'infrastructures, de ponts, de routes, de chemins de fer, de bâtiments privés, bâtiments publics. Quel serait le coût de la reconstruction? Et donc là, on a un coût du conflit. On peut projeter en disant, on sait qu'il y a eu tant qui ont été détruits sur une période. Si le conflit dure encore sur la même période, on va avoir un coût qui va être relativement équivalent. Donc en gros, on va avoir essentiellement un coût économique qui va passer par une énumération finalement de ces destructions d'infrastructures. On a de manière moins fréquente également des questions sur une estimation sur l'impact
ou les coûts que peut avoir une exposition directe à la violence. D'accord? Donc ça, je vais y revenir, d'accord, sur la notion d'exposition directe et indirecte, mais gardez en tête que sur toutes les évaluations que vous pouvez trouver aujourd'hui, hein, si vous regardez sur les évaluations sur l'Ukraine, vous allez avoir deux natures d'évaluation. La première que je mentionnais sur les coûts tangibles, et la deuxième sur les coûts directs, ça va être notamment quel est le prix d'une vie humaine, le nombre de personnes qui sont décédées, et on arrive à un coût total. D'accord? Et c'est à partir de cette analyse de coûts qu'on va avoir un certain nombre d'interventions qui vont être potentiellement mises en œuvre. Est-ce que vous allez jusqu'au bout après pour la société, je parle des compensations psychiatriques, etc. Et alors je vais y venir. Et là, donc la réponse, elle est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui de manière systématique. Mais du coup, je vais y revenir. C'était un peu froid, mais il y a le coût d'une vie humaine. Ouais. Bien chiffré. Totalement. Qui va dépendre de ton âge, de ton genre, d'où tu viens, de ta CSP. Suivant les pays peut-être. C'est combien en moyenne un être humain? Aucune idée. En France, c'est glaçant quand même. En fait, c'est t'as une. 30 000 € suivant les assurances. Donc, non, mais en fait, c'est des principes qui. Ça a été tiré en fait des assurances. Tu as plusieurs manières de le quantifier, de le chiffrer. Généralement, les manières dont ça fonctionne, c'est que tu as beaucoup qui est fondé sur ton capital humain et l'investissement qui a pu être mis pour la formation de ton capital humain. Et alors après, tu peux avoir tout plein de variantes. Donc c'est la valeur productive. Si tu as fait des études, à nouveau, là l'idée en fait, c'est de sortir, et je pense qu'on sera tous d'accord sur l'aspect humain, c'est d'avoir en fait un chiffre, une valeur, une quantification de quel est ce coût. Alors moi je ne vais pas revenir sur ce concept-là de valeur humaine, c'est des choses qui moi je ne travaille pas du tout avec ces questions-là. Moi ce que je vais vous montrer en fait, c'est que même en regardant d'autres agents, qu'on pourrait penser peu ou pas affectés, on va avoir des coûts qui vont être bien plus importants que ceux qu'on peut en fait estimer aujourd'hui. Et rien que ces chiffres-là, en plus de, on parlait de tout ce qui peut être coût psychologique, de moyen, long terme, et je vais y revenir, ça va être des coûts qui vont être très importants. Donc clairement, tout ce qu'on peut en fait avoir aujourd'hui sera de toute façon sous-évalué, et la sous-évaluation peut quand même... Merci. Alors voilà, du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est je vais vous présenter un certain nombre d'articles de recherche faits par des collègues sur différents pays qui vont en fait donner une perspective différente sur cette question des coûts. D'accord ? Donc évidemment, c'est des chiffres qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des estimations qui sont faites sur des données qui sont disponibles en temps de guerre, mais qui permettent quand même de donner une indication sur la nécessité, quand on parle de conflit, d'intégrer ces notions de coût et ces valeurs. Le premier article, c'est un article de Sol et ses co-auteurs en 2009. Ils ont regardé, donc c'est au Kenya, donc ils ont des données, donc là, les 5 exemples que je vais donner, c'est sur les entreprises. Parce que les entreprises, on a beaucoup d'informations sur leur productivité, sur leur vente, et donc en fait, ça permet d'avoir une mesure assez fiable potentiellement du conflit. C'est sur le Kenya, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'estimer quel avait été le coût de l'instabilité politique au début des années 2000. Et donc leur idée, c'est qu'une grande partie en fait, de l'économie kenyane, du fait qu'elle soit relativement dynamique, vient d'une spécialisation sur l'exportation floricole. D'accord ? Donc tout ce qui va être lié à l'exportation de fleurs. Et donc en fait, ils ont des données extrêmement précises sur ces entreprises, sur qui ils travaillent, combien d'heures ils vont travailler, les rémunérations, ce qu'ils vont vendre. Donc ils ont une information très claire sur ces firmes-là. Et ce qu'ils vont montrer, c'est que dès lors que ces firmes, donc on est là dans l'instabilité politique, on n'est pas dans un conflit armé, on n'est pas du tout dans une situation où, dans un cas syrien où il n'y a plus d'entreprise, le pays est complètement à l'arrêt. Là, on est dans un cadre où c'est de la violence politique, une instabilité politique. D'accord ? Ce qui montre, c'est qu'on va avoir une baisse entre 25 et 40% globalement des ventes de ces entreprises à l'exportation. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose, et c'est un chiffre qui est important, c'est que ces exportations, ça permet de nourrir, ça permet de financer, d'accord, les salaires des travailleurs, ça permet la taxation de l'État, ça permet la redistribution.
Donc ça, c'est un premier chiffre à garder en tête. Le deuxième, c'est un article de Blumenstock et ses co-auteurs en 2022. Là, ils regardent l'Afghanistan. Et là, ils vont regarder sur les firmes afghanes, quel est l'effet pour les firmes afghanes quand elles sont localisées dans des zones, dans des districts où il y a de la violence, d'accord, où là, il y a vraiment des conflits. Et l'idée des auteurs, c'est de voir à quel point cette violence, elle va venir perturber le rôle de ces entreprises, le fonctionnement de ces entreprises. Et là, ce qu'ils vont montrer, c'est qu'en fait, les entreprises vont partir de manière finalement assez importante, d'accord. Donc il y a à peu près entre 10 et 25% des entreprises qui vont quitter les lieux où il y a de la violence. Et à nouveau, quand on parle de cette entreprise, ça signifie qu'il y a des travailleurs derrière qui en fait vont se retrouver sans emploi, d'accord. Et l'autre point important, c'est que ce qu'ils vont montrer, c'est qu'au-delà des entreprises qui vont partir, il y a des entreprises qui ne vont pas venir. Donc ça signifie que ces zones, ces districts qui sont affectés par la violence en Afghanistan, on va avoir moins d'activité économique, moins de redistribution économique, et on va également avoir moins d'entreprises qui vont s'installer. Donc moins de revenus pour ces populations, des inégalités qui vont augmenter, et une pauvreté plus grande qui va s'installer. Okay, et je reviendrai sur ces points-là. S'il vous plaît. Ouais. Les entreprises qui sont bonnes, ce sont des entreprises étrangères ou des entreprises locales qui se délocalisent? C'est un bon point. Là, sur les données, c'est essentiellement des entreprises locales. En fait, c'est essentiellement des entreprises locales, c'est essentiellement des entreprises liées aux services. Parce qu'en fait, sur la hausse des départs, c'est essentiellement des entreprises de services parce que du coup, il y a un coût en fait, à bouger qui est plus faible parce qu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de machines, etc. Par contre, sur la réduction du nombre de firmes qui va s'installer, là, c'est notamment des firmes dans le secteur industriel. Voilà. Donc, il y a une asymétrie sur les secteurs qui sont affectés, mais c'est essentiellement des firmes domestiques. Et pour l'Afghanistan spécifiquement, est-ce que la religion entre en considération sur beaucoup de points? Dans le cas de cet article-là, ils ne font pas de distinction par rapport à la religion. On a des articles de recherche qui vont effectivement montrer qu'il y a certaines firmes, donc ce qui peut être un peu relié à la question, qui peuvent tirer profit du conflit. D'accord, je pourrais en parler tout à l'heure, c'est des questions relatives à ça, mais dans le cas afghan, ils ne le montrent pas comme ça. Dans le cas de la Colombie, ça corrobore, c'est juste pour vous donner dans des contextes différents. D'accord, donc les résultats ne sont pas très différents en ce sens. Ceux qui viendront après seront dans les mécanismes un peu différents. Mais dans le cas de la Colombie, ils montrent grosso modo la même chose. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des événements violents, on a une fermeture accrue finalement des entreprises, une réduction de l'activité économique, et ça va venir surtout affecter les petites entreprises et les firmes qui sont les plus jeunes. Alors là, du coup, sur la Colombie, il y a cet article ensuite de Roux et Martinez en 2021, où en fait ils vont regarder, et ça c'est une autre question à mon sens qui va répondre à ton point, c'est la question, en fait, si vous voulez, je pourrais en parler là, il y a un point important, c'est que donc ça c'est des outils propres aux économistes, c'est que une grande partie en fait de la croissance économique, de la redistribution, elle va se faire parce qu'il y a des créations aussi d'activités et donc l'implantation d'entreprises, il va y avoir de l'investissement qui va se faire. Et quand on veut parler de coûts potentiellement au conflit, il y a quelque chose qui est très compliqué à observer, c'est s'il n'y avait pas eu de conflit, quelle aurait été la dynamique économique dans la zone qui est affectée par le conflit. Et c'est ce que font De Roux et Martinez en 2021 de manière extrêmement, je dirais, maligne. Moi j'aime beaucoup cet article, où ils disent, donc il y a la démobilisation des FARC, d'accord ? Et pour eux, ils vont regarder ce qui se passe dans les zones où les FARC étaient présents, d'accord ? Et à la démobilisation, ils vont regarder comment est-ce que les entreprises vont réagir. Et ils vont interpréter cette réaction d'entreprise comme étant, je dirais, une preuve du sous-investissement qui avait eu lieu pendant la période où les FARC étaient présents dans ces zones. Et ce qu'ils vont montrer, c'est qu'en fait, les zones où il y a la démobilisation, et vraiment au moment où la démobilisation est officielle, on va avoir une augmentation quasiment de 20% de la demande de petits producteurs, de petits fermiers pour des crédits. D'accord ? Et donc ici, on a une preuve que, en l'absence de cette violence,
l'activité de ces petits producteurs, l'activité de ce secteur agricole aurait été beaucoup plus dynamique. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est pas uniquement quel est le coût si l'activité s'arrête, c'est si pendant 10 ans vous avez de la violence, quel aurait été un monde sans violence? Et quand vous parlez de coût à un décideur politique, c'est extrêmement important de lui dire, mais voilà quelle aurait été la trajectoire pour ces populations en l'absence de violence. Et ça vous permet d'avoir une autre manière de présenter le coût, et c'est ce qu'ils font dans cet article sur la Colombie. Maintenant, sur l'Inde, c'est un papier qu'on a avec deux co-autrices, Daniela Piemontese et Nathalie Monet. On regarde le conflit maoïste en Inde de 2000 à 2009. D'accord? Le conflit maoïste en Inde, il prend essentiellement place sur le sud-est indien. C'est un conflit qui est... il y a une violence assez importante, mais notamment c'est un conflit qui fait qu'il y a ces groupes armés maoïstes ou rattachés aux maoïstes qui taxent énormément les entreprises. D'accord? Et donc en fait ici, ce qu'on a voulu estimer, c'est un point important qui est, et je reviens sur la question de coût direct et de coût indirect, c'est grosso modo vous avez à peu près 10% du pays qui est affecté par cette violence maoïste. Et donc on estime, comme ce qui est fait dans d'autres articles, quel est le coût de la violence pour les firmes qui sont à proximité de l'activité maoïste. Maintenant, et on l'a très bien vu avec la crise du Covid, toutes les entreprises sont connectées entre elles. C'est-à-dire qu'on a ces réseaux de production qui font que quand une firme est affectée, tous ceux qui utilisent ces biens pour eux-mêmes produire sont également affectés. D'accord? Donc c'est vraiment le fait qu'une entreprise, ce qu'elle produit probablement pour des consommateurs, mais ce qu'elle produit est aussi utilisé pour la production d'autres biens par d'autres entreprises. Et donc ce qu'on a essayé d'estimer, c'est de dire, si moi en tant qu'entreprise je suis affecté par la violence, je dois peut-être avoir une assurance qui va augmenter, peut-être payer de la protection, mes coûts augmentent. Si mes coûts augmentent, je vais augmenter mon prix. Et si j'augmente mon prix, peut-être que Muriel qui utilise mon bien, qui elle est dans une zone en Inde où il n'y a pas de violence, du coup tu vas m'acheter mon produit plus cher. Ou pas. Et du coup, voilà. Mais si tu ne me l'achètes pas, il va falloir que tu ailles acheter à quelqu'un d'autre, et il va falloir que tu discutes avec cette personne, que tu te mettes d'accord avec elle, etc. Et ça, c'est des coûts supplémentaires. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que même si toi, tu es dans une zone pacifiée du pays, le fait que moi, je sois impacté va aussi t'impacter. Et donc, la question, c'est, si on prend le coût pour les firmes indiennes, et qu'on regarde juste le coût pour les firmes comme moi qui sont directement impactées, quel est le coût? Et si je te prends toi en considération, qu'est-ce que ça signifie? Et ce qu'on montre, c'est que si je ne te prends pas en compte, on sous-évalue par de 75% les coûts à la violence. Donc en fait, on a un quart des coûts à la violence qui sont imputables au fait que moi, en tant que firme, dans une zone où il y a une activité maoïste, je suis affecté. Et 3/4, on le loupait complètement. D'accord? Et donc ça, c'est des points qui sont très importants parce que quand on discute potentiellement avec les autorités indiennes, c'est au lieu de dire, en fait, de manière annuelle, si vous regardez le coût de la violence uniquement par la perspective des firmes, c'est grosso modo 3 milliards. Si maintenant vous le prenez en compte tous les deux, on va être à 7, on va être à 8, peut-être qu'on sera même à 10 milliards. D'accord? Et là, vous pouvez voir que aller dire à un gouvernement le coût de la violence est 3 milliards, vous en est 10. Si une intervention c'est 5 milliards, quand vous lui dites 3, il n'intervient pas, vous lui dites 10, il dit en fait je vais intervenir pour 5 milliards. D'accord? Donc en fait, c'est ce genre d'informations en fait, qui sont importantes et de renseigner pour les... Mathieu, juste un point. Oui. Est-ce que le PIB, le produit intérieur brut, qu'on pourrait aussi appeler produit intérieur doux, est-ce qu'on ne peut pas le mesurer, ses impacts, à partir du PIB? Alors, en disant les trends, les tendances d'un exercice à l'autre, on voit lorsqu'un conflit éclate, et ça peut être un critère de mesure, de même que par rapport au coût du capital humain, même si ce n'est pas ta spécialité, au niveau des entreprises, la notion de badwill versus goodwill sont des choses que l'on peut mesurer. Tout à fait. Alors, sur le PIB, donc, dans le cas indien, on quantifie, ces 10 milliards ou ces 7 milliards, on les rapporte sur le PIB, et notamment sur la partie industrielle.
on peut le faire maintenant. On a cette disponibilité depuis 10 ou 15 ans sur des données très micro, c'est-à-dire des données vraiment, on va avoir des données sur les firmes très précises, sur les travailleurs, on va pouvoir mesurer la productivité. Et en fait, l'inconvénient du PIB, c'est que c'est un agrégat qui finalement prend en compte beaucoup de choses. Quand on est dans le cas d'un conflit ukrainien ou syrien, évidemment qu'on va le voir, on va l'observer sur le PIB. Quand on est sur le cas de quand même beaucoup de ces conflits, c'est des conflits régionaux, sécessionnistes, identifier dans le PIB, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on est sur un agrégat. Et de fait, de passer par des données beaucoup plus données microéconomiques, ça permet d'avoir, à mon sens, une analyse plus précise et une quantification plus précise. Je suis d'accord parce que je suis fondamentalement microéconomiste, mais la notion de mésoéconomiste, par exemple les secteurs qui ont été impactés au Kenya pour les fleurs et autres, l'approche sectorielle aussi est un moyen de mesurer. Ah, totalement. Alors, sur le papier sur l'Inde, on montre que les effets ne sont pas les mêmes en fonction de si on est sur du secteur industriel, sur les services. On va montrer aussi que le secteur minier est beaucoup plus affecté. L'intensité capitalistique. Et alors, totalement. Et alors, quand on trouve sur la question de l'intensité capitalistique, on a beaucoup de récits sur le conflit maoïste, selon lequel les maoïstes ont beaucoup plus, disons, racketté par certains aspects les entreprises qui étaient très intensives en capital. Et c'est ce qu'on retrouve dans les données. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans les données. Donc, je ne vais pas vous parler que d'entreprise. Il est vraiment économiste, ça va pas. Voilà. Je vais vous parler à la fois de conséquences humanitaires, politiques et sociales. Le premier point, qui est extrêmement important, c'est sur la question migratoire. D'accord, donc la question migratoire, c'est un article de Hannes Müller et Vladimir Piemontese et Augustin Tapsoba en 2017, où ils regardent sur les 20-30 dernières années quel a été, grosso modo, le nombre de migrants qui ont été poussés en dehors de leur pays à cause des conflits. Et ce qu'ils trouvent, c'est que, en moyenne, on est entre 500 000 et 1,2 million de migrants par conflit. D'accord? Et c'est une moyenne. Bien sûr, quand je vais lui dire qu'ils ne sont pas du tout violents, le point qui est très important, c'est, je pense que je prêche des convaincus, mais je vais quand même le dire, c'est que ils migrent pas par plaisir, d'accord? Et elle a toujours et ceux qui migrent de ces pays-là sont les individus qui sont à la fois les plus aisés et les plus qualifiés. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est complètement absent du débat sur la migration, c'est que les migrants, en relatif de leur pays, sont les plus aisés et les plus qualifiés, parce qu'en fait, migrer coûte très cher, et que, pourquoi est-ce que c'est aussi les plus qualifiés? C'est parce qu'en fait, il faut avoir une information sur où est-ce qu'on migrer, comment on migre. D'accord? Donc maintenant qu'on sait qu'il y a à peu près 1,2 million à 1,2 million en moyenne de personnes qui partent, et que c'est souvent, dans la plupart du temps, les plus aisés et les plus qualifiés, je vous laisse imaginer quelle est la conséquence pour un pays quand vous perdez une force vive à la fois économique, intellectuelle et en termes de capital humain. D'accord? Et c'est pour ça qu'au-delà de toute la détresse et de la question de la migration même, c'est qu'il faut se rendre compte que le fait que ces individus partent rend encore moins probable le processus de paix, parce que ceux qui vont rester sont à la fois les plus pauvres, donc probablement qui peuvent aussi tirer au bout, et également ceux qui ont probablement moins les outils pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre en place un mécanisme de paix. Il y a uniquement 80% de ces migrants qui reviennent après le conflit. Et ça, quand on va parler tout à l'heure de casser un cycle vicieux de violence et, je dirais, de qu'est-ce qui se passe sur la post-conflit, il y en a quand même 20% qui ne reviendront pas. D'accord? Ou qui s'y reviennent, ça sera sur 10 ans, ça sera sur le beaucoup plus long terme. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et qui est d'autant plus important que quand on parle du coût au conflit, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de comprendre quel aurait été le monde pour ce pays, quel aurait été l'état de ce pays sans conflit. Quel aurait été l'état de ce pays, quel aurait été l'état de la Syrie sans conflit. C'est pas uniquement de dire on aurait une activité économique, c'est de dire que
tous ces migrants qualifiés syriens qui ne reviendront probablement pas en Syrie, quel aurait été l'état du pays s'ils étaient restés. D'accord? Et ça, quand vous regardez un coût, c'est extrêmement important. Maintenant, quand on regarde... Oui. À l'inverse de ce que vous dites, est-ce que justement le fait de laisser les populations pauvres et de voir partir ces populations d'une classe moyenne ou aisée, est-ce que la pauvreté n'est pas en elle-même une source de conflit ou de pérennité de conflit? Si, j'y reviendrai tout à l'heure sur les déterminants, parce que l'idée c'est de vous montrer les coûts, et sur juste 2 minutes, j'aurai le temps, sur les déterminants des conflits, et vous montrer en fait sur les déterminants sur lesquels on va tous s'accorder, vous aurez tous entendu parler, de voir en fait tout ce que je vous ai présenté comme étant des coûts, comment est-ce que ça va affecter les déterminants classiques de la violence. Et donc la question de la pauvreté, ça en est un. D'accord, et ça n'a rien à voir, ces données n'ont rien à voir avec le changement climatique. C'est Non, là, véritablement issu de conflits, là, même si l'origine climatique peut être aussi à l'origine. Là, c'est les conflits civils. Là, c'est tous les conflits civils. Ça n'a rien à voir. On a des études sur la question de la chose migratoire, mais c'est après. Sur les héritages politiques et sociaux, il y a peut-être un point sur lequel on a des évidences statistiques, je dirais plutôt une bonne nouvelle liée au conflit civil, c'est sur la notion de participation politique. Et en fait, dans de nombreux cadres, ça c'est un article de Chris Blackman en 2009, et il y a eu d'autres études entre-temps qui nous ont montré dans des contextes différents, qu'en réalité, on observait à la fin d'un conflit une augmentation de la participation des individus aux biens publics, et notamment aux biens publics politiques. Ça a refait sens, et parce que surtout beaucoup d'individus, et notamment ils trouvent les effets très forts sur des individus qui ont pu être enlevés, notamment parce qu'en fait ils ont réalisé ce qui était la privation en fait, de leurs droits politiques. Et donc là, on a une augmentation de la participation politique à ce moment-là. Un autre point sur la question des héritages sociaux, et qui vont venir alimenter l'action que vous avez posée sur les déterminants, comment ça, on boucle ça sur les déterminants classiques. Un déterminant important de la violence, c'est la confiance. Je vais y revenir. Et ce que montre un article de Dominique Renner, Zinigotti et Mathias Teuning en 2013, c'est sur le cas de l'Ouganda. Ce qu'ils vont montrer, c'est que le conflit civil a réduit de manière drastique et sur le long terme la confiance entre les communautés, a accentué les divisions ethniques, rendant en fait la période post-conflit d'autant plus instable que ces communautés n'arrivaient plus à se parler, n'arrivaient plus à se faire confiance. D'accord ? Donc là aussi, quand on parle en termes de coût, le coût pour un pays de ne plus avoir ces populations qui soient capables de communiquer et de faire bien commun, c'est quelque chose qui est extrêmement important à garder en tête sur la notion de coût. Oui, est-ce que dans des pays où il y a eu des exemples de justice réparatrice, est-ce qu'il y a eu des analyses, je pense au Rwanda par exemple, à l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y a des analyses qui ont été menées en parallèle pour voir si la justice réparatrice avait eu des impacts? Alors, il y a des effets, et c'est notamment les co-auteurs de Wurtz, le dernier papier, ils ont ça, ils ont regardé, il y a des gains et des coûts très ambigus, c'est-à-dire qu'effectivement, cette justice réparatrice qui passait notamment par des discussions au sein de communautés qui s'étaient opposées. Ouais. Et bien en fait, donc, ce qui montre, c'est qu'effectivement, il y a plus de participation au bien public, il y a plus de participation au bien commun de manière générale, et il y a une très forte dégradation de l'aspect psychologique des individus. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de refaire bien commun impacte très négativement en fait les individus, parce qu'en fait c'est tout un processus en fait à la fois de se rappeler, de deuil et de pardon qui est très coûteux. Donc ils ont ces économistes qui avaient fait ça avec des ils l'ont regardé, je sais plus quand est-ce qu'ils ont fait. En fait la manière dont ils ont fait ça, c'est qu'ils ont eux-mêmes organisé en fait des sessions de discussion dans des villages où il y avait eu beaucoup de violence, avec encore dans le village les victimes et ceux qui avaient commis les violences. Et donc du coup, ils ont rassemblé tout le monde et donc par l'économie comportementale, ils les ont fait faire ce qu'on appelle des jeux qui permettent de révéler les préférences des individus. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les gens coopéraient plus à partir du moment où on avait discuté de j'ai commis la violence, tu me pardonnes pas. Par contre, sur les mois après, ils avaient un suivi psychologique et notamment, ils avaient vraiment ils observaient qu'il y avait plus de symptômes post-traumatiques en fait, chez les individus qui avaient discuté
par rapport à ceux des mêmes communautés qui n'avaient pas discuté. Donc là, c'est pour ça que je disais que l'effet n'est pas clair, parce qu'il y a un gain indéniable sur le bien commun, Oui. mais individuellement. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que c'est justement cette période post-conflit a-t-elle favorisé l'émergence de régimes démocratiques? Est-ce que sur la nature même du régime, est-ce qu'on n'a pas On a une alors, leçon finalement à ce stade, a priori, depuis, donc, si on regarde les conflits civils, alors si on regarde les conflits civils notamment après la période de décolonisation, on n'a pas d'évidence statistique forte sur le fait que des conflits civils ont débouché sur des systèmes politiques proches d'un système démocratique. Voilà. Mais même de manière, si on prend la démocratie au sens très large, on n'a pas d'évidence statistique. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas d'évidence statistique que ça n'existe pas, mais clairement, on n'a pas d'évidence qu'un conflit entraîne. Il n'y a pas de causalité. Allez, bien, je vais laisser après. Un point important, parce que je pense que c'est un point qui est crucial. La question a été posée, je pense, un peu tout à l'heure sur la question de l'humain, mais aussi sur la question de la temporalité. Parce que beaucoup de ce que je vous ai montré sur les films, c'était quelque chose, ok, il y a un conflit, c'est quoi le coup aujourd'hui? On a un peu dit, mais quel aurait été le monde, quelle aurait été la dynamique de ces pays en l'absence de conflit? Mais un point important, c'est quel est l'effet sur les différentes générations, et notamment quel est l'effet sur les enfants. D'accord? Et donc il y a cet article, donc, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur ces questions-là, aussi travaillé sur ces questions de l'exposition des enfants en dessous de leurs 12 ans au conflit et comment ça les affecte 30, 40 ans plus tard. Mais il y a cet article en fait au Pérou de la crèche Sécoteur que je trouve intéressant parce qu'on va pouvoir le mettre en relatif d'Esther Dufour, qui est une nouvelle d'économie française, sur une autre étude qu'elle a faite. Au Pérou, ce qui montre, c'est que la violence politique qu'il y a eu au Pérou, elle a en moyenne, pour des enfants qui ont été exposés avant l'âge de 14 ans, réduit, grosso modo, vous voyez là, à peu près de 3-4 mois leur niveau d'éducation. D'accord? Donc en gros, vous avez quasiment un tiers, voire la moitié d'une année scolaire, en moyenne, en moins pour ces jeunes. Et ce que montre Duflo, c'était sur une étude en Indonésie, c'est pour vous donner une quantification. J'ai vu dans certains regards, bon finalement 3 ou 4 mois, c'est pas grand chose. Voilà. Avant 14 ans, entre 5 et 14 ans, donc déjà en relatif, ça vient. Elle montre que pour arriver à augmenter le niveau de scolarité en Indonésie par un ordre de magnitude qui est à peu près la même chose, grosso modo c'est 0,2 années de scolarité, d'accord? Il faut une école, il faut construire une nouvelle école pour 1000 enfants. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on voulait compenser la perte d'éducation pour les enfants liés au conflit au Pérou, il faudrait construire 8000 nouvelles écoles. D'accord? Je vous laisse faire un calcul de coin de table, le coût d'une école fois 8000 pour compenser la perte en capital humain sur un événement au Pérou où on n'était pas dans un conflit qui n'est ni syrien ni ukrainien. L'autre point important, toujours sur les enfants, c'est le lien qu'il peut y avoir pour ces enfants sur leur santé. D'accord? Ce qui est fait par, toujours pareil, à la crèche en 2000, et ses co-auteurs au Nigeria, c'est de... On a, on l'a notamment dans d'autres sciences que les sciences sociales, pour habitude de mesurer finalement la santé, notamment des enfants et des individus, par leur taille. D'accord? Parce que c'est quelque chose qu'on peut observer assez facilement et on a énormément d'évidences statistiques sur le fait notamment quand on est enfant, etc. Et donc ce qui montre, c'est au Nigeria que les enfants qui ont été exposés à la violence ont, ces cohortes-là, une taille qui est inférieure aux cohortes qui, eux, n'ont pas été affectées par la violence. D'accord? Alors, on pourrait se dire, d'accord, mais bon, peut-être qu'un demi-centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre et demi de moins, c'est pas... Sauf que, ce que nous montre la littérature, et pas uniquement en économie, c'est qu'en fait, la taille en tant que telle, on s'en moque, c'est ce qu'elle nous raconte. Et ce qu'elle nous raconte, c'est qu'en fait, cette taille, elle est extrêmement corrélée, dans ces contextes-là, à la productivité et au développement, en fait, des individus. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que toutes ces cohortes de jeunes, elles ont été affectées drastiquement dans leur capacité cognitive, dans leur niveau d'éducation et également
dans la façon dont ils ont pu potentiellement également se nourrir. Et l'autre point, et je pense que c'est le dernier papier sur les conséquences, article sur les conséquences, c'est un article d'un collègue qui est à Toulouse, Augustin Tapsoba, en 2023, et il montre quelque chose que moi je trouve génial parce que personne d'autre il avait montré statistiquement et de manière, je dirais, scientifiquement solide. Il regarde la question de la peur. C'est-à-dire que tout ce dont j'ai vous parler là, c'est des jeunes, des enfants, ou même des individus qui ont été exposés directement à la violence. C'est-à-dire que vous avez dans votre cercle immédiat peut-être des gens qui sont décédés liés à la violence au conflit. Et là, ce qu'il va regarder, c'est de dire, on va considérer donc en Côte d'Ivoire et en Ouganda, des jeunes pour lesquels il va avoir les mêmes types d'informations sur la performance cognitive, sur la taille, etc. Et il va regarder l'effet de la violence autour de ces jeunes. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas été affectés directement, mais ils savent, ils ont l'information qu'autour d'eux, il y a de la violence. Et ce qu'il va montrer, c'est que rien que la peur de la violence, donc de savoir qu'il y a des événements violents autour de votre village, dans votre district, va aussi avoir un impact très fort sur l'apprentissage, sur le cognitif de ces enfants. Et donc, à nouveau, si vous pensez à un monde, on mesure le coût de la violence par rapport à un monde de paix pour ces populations, par rapport à un monde où il y a cette violence, bah vous pouvez à nouveau avoir une magnitude, une quantification du coût de la violence en faisant l'hypothèse que si ces jeunes, ces enfants n'avaient pas été exposés, bah du coup, il n'y aurait pas eu ces conséquences cognitives. Est-ce que c'est transposable dans les quartiers? Oui. Est-ce que c'est transposable sur les quartiers? On a des... Alors, moi, les papiers que j'ai des articles de recherche, pardon. Arrêtez les anglicismes. Que j'ai en tête, c'est des articles notamment sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, où effectivement, il y a eu des études sur le coût de la violence dans les quartiers. Mais j'ai pas de... ta question était plutôt sur les pays plus riches. J'ai pas d'article de recherche en tête. Probablement qu'il y en a, mais là je connais moins ces contextes-là. Mais sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, effectivement, tu as des coûts. Et tu as même des articles qui ont montré le coût pour les mères qui sont enceintes sur les enfants plusieurs années après. Tu vois, donc le stress en fait créé par cette peur, elle a un effet massif aussi sur l'aspect cognitif des Donc tout ça pour finalement venir à ce que je vous disais, j'aurais pu commencer la présentation si j'étais venu il y a quelques années en commençant finalement avec cette présentation-là qui aurait été dire qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des déterminants des conflits. Mais je pense beaucoup plus intéressant et probablement un peu plus pertinent de prendre dans l'autre sens qui est de dire voilà ce qu'on sait des coûts. D'accord ? Je vous ai présenté à la fois des coûts économiques, des coûts individuels, des coûts collectifs, des coûts politiques, sociaux. Et maintenant, comment est-ce que ça, on peut transposer ces coûts-là sur ce qu'on sait sur les déterminants? D'accord? Et si vous prenez, donc toujours, Chris Blackman a écrit un super livre sur la violence, c'est un des experts mondiaux sur ces questions-là. Et notamment, il dit qu'il y a une très grande partie en fait, de la violence qui va venir de ces 4-5 points. Le premier, c'est la question de l'irrationalité. Le deuxième, c'est la question de l'échec en fait, de négociation, c'est-à-dire que le conflit apparaît parce que, in fine, les acteurs ne sont pas arrivés à discuter, ne sont pas arrivés à communiquer, ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, parce qu'il y a peut-être une asymétrie d'information, on discute tous les deux, mais on n'a pas la même information, et donc du coup, on ne va pas arriver à se mettre d'accord. Peut-être parce qu'en fait, ce que moi je souhaite m'accaparer, on ne va pas arriver à le partager entre nous, donc du coup, on va se battre pour savoir qui est plus fort. Ça peut être aussi lié à des tensions entre les dirigeants, entre leur population, entre différents groupes. Il va y avoir la question aussi de la crédibilité de l'accord, parce que si on passe un accord mais que je ne te fais pas confiance et que tu ne me fais pas confiance, notre accord il ne sert pas à grand-chose. Il y a plein d'exemples récents sur ces questions d'accord et de crédibilité d'accord, et sur les problèmes d'incitation. Si vous relisez ce que je vous ai dit sur comment est-ce que la violence réduit la confiance que les individus ont entre eux, sur le fait que potentiellement vous avez une grande partie de l'élite qui est partie, donc l'élite qui a probablement les capacités de comprendre, peut-être de négocier, de meilleure compréhension peut-être historique, sociale, économique. Voilà, on voit que du coup, tous ces coups à la violence vont en fait venir directement réintervenir sur les déterminants de la violence. Et donc une partie de pourquoi est-ce qu'on a des cycles de violence sont parce que cette
les conséquences de la violence reviennent nourrir finalement ces déterminants classiques de la violence. Et le deuxième point qui est probablement celui sur lequel je dirais il y a le plus de facilité à comprendre, c'est une distinction qui a été faite dans un papier maintenant assez ancien de Paul Collier et d'Anke Hofer en 2004, où il classifie, donc c'est un papier qui est à la fois plus en sciences politiques, entre la science politique et l'économie, où ils vont classifier finalement les déterminants à la violence entre deux grandes familles. La première, c'est les convoitises, et la deuxième, c'est les griefs. Les convoitises, c'est tout simplement le fait qu'il y a des individus, des groupes qui vont convoiter ce qu'ont les autres, d'autres communautés, et vont vouloir finalement, vont motiver leur violence pour s'emparer en fait de, ça peut être des terres, ça peut être des symboles, ça peut être des richesses, mais donc c'est vraiment la notion de je convoite quelque chose et je me bats pour obtenir le contrôle de ce que je convoite. Et après, il y a la question... J'ai une question sur la question des échecs de négociation. Est-ce qu'il y a des données quantifiées qui évaluent le pouvoir des médias dans ce système-là? Parce que l'incapacité de certaines communautés à ne pas communiquer les unes avec les autres, elle est liée, on parle d'asymétrie d'information, mais est-ce qu'on parle de stratégie d'information? Et effectivement, de système médiatique ou d'une puissance médiatique d'une part de communauté, d'une puissance médiatique d'une part de communauté, font tout pour alimenter ces éléments de conflit. C'est quelque chose qui est étudié, que vous êtes amené à le Théoriquement, on a de la théorie là-dessus, je le traite en sens sur la partie théorique. De manière empirique, on a très peu de choses sur l'échec sur les négociations. Parce que tout simplement, on sait très peu. Donc là, on entend tous parler de négociations, le conflit en Ukraine, sur 3 grands conflits. On n'a aucune idée, par exemple, des tractations actuelles qui peuvent se passer au Kivu sur le groupe M23 et les conflits armés. Donc en fait, il y a énormément de conflits pour lesquels on n'a pas d'informations sur les négociations et comment se passe réellement le processus. Et elles ne sont pas étudiées à rebours sur 10 ans, 15 ans, parce que le conflit, au moment où il explose, il a souvent des racines mais en fait, qui sont plus anciennes, qui souvent... Alors, il y a deux choses différentes. On étudie très bien, parce qu'on arrive à le voir statistiquement, l'émergence du conflit. C'est-à-dire qu'on va voir l'émergence du conflit, mais par contre, ce qu'on ne va pas observer en tant que statisticien, c'est quand commencent les négociations, comment elles se déroulent, et notamment la seule chose qu'on va finalement observer, c'est la réussite d'une négociation. On a peu d'informations sur l'échec de négociation. On ne va pas l'avoir de manière quantitative. De manière qualitative, pour certains conflits, dans certains endroits, on va l'avoir, mais en tant que travaillant avec les données, on n'a pas ces données sur... voilà. Je reprenais l'article tout à l'heure en réponse sur le rôle du pape. On sait que le pape a un rôle de catalyseur de ces négociations, dans le sens où il donne le ton un peu des négociations. De manière très diplomate, il va en fait pousser les différentes communautés à venir se parler. Mais ça, on n'a absolument rien pour le mesurer. On n'a pas de quantification. Et donc du coup, on ne sait pas ce qui est de l'échec de la négociation. On ne sait même pas si elles ont débuté en réalité. Il y a énormément de conflits armés. Donc probablement, il n'y a jamais de négociations qui sont réalisées. Plein de raisons différentes, notamment parce que souvent, on n'identifie pas exactement qui sont les leaders, ils changent. Voilà, les intermédiaires, à nouveau, tous les récits, tous les narratifs qu'on peut avoir, nous, qu'on a des médias sur des intermédiaires sur ces négociations, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Mais voilà. Donc, le point, c'est sur la question des griefs. Et sur la question des griefs, c'est vraiment l'idée, on en a parlé tout à l'heure, j'ai aussi répondu sur, si on a ensuite des populations qui ont été à la fois des victimes et qui ont commis la violence, si elles rediscutent entre elles, qu'est-ce qui reste en fait de ces griefs, c'est-à-dire de ces reproches qui peuvent être faits. Et ce qu'on voit bien, c'est que sur toutes les routes que j'ai pu vous montrer, en fait, ça vient nourrir à nouveau ce sentiment, cette défiance, cette douleur, ce fait qu'il n'y a plus de confiance entre ces populations. Et donc, évidemment, on va avoir un terreau extrêmement fertile à la violence. Et pourquoi est-ce que je mentionne un terreau fertile? C'est que, en fait, on va avoir, si vous avez interrogé peut-être au départ, je pourrais commencer comme ça la prochaine fois, si vous n'êtes plus là, parce que
c'est, selon vous, quels sont les déterminants les plus importants de la violence, et notamment de ces conflits civils? Par exemple, quand je le fais avec mes étudiants, souvent j'ai pour réponse les tensions religieuses, les tensions ethniques. Et en fait, maintenant, on a quand même une idée très claire sur le fait que non, en fait, les tensions religieuses, les tensions ethniques ne sont qu'un prétexte, souvent, pour des tensions économiques. D'accord? Et c'est la même chose avec les coups à la violence. C'est qu'en fait, on va se servir de ce prétexte de différence sociale, politique ou ethnique pour régénérer de la violence à partir de ces questions d'appropriation. Et maintenant, on a, je dirais, quand même une idée assez claire que statistiquement, non, des communautés qui sont dans des environnements économiques où il y a une redistribution économique, une redistribution du pouvoir politique et avec une justice sociale, c'est pas parce que vous avez des communautés qui sont religieusement différentes, des religions différentes, pardon, ou des pratiques culturelles ou sont d'ethnies différentes que vous allez avoir plus de violence. Par contre, dès lors que vous allez avoir des tensions économiques, notamment d'ethnie dans ces lignes-là, ethniques, religieuses, et sociaux, c'est là qu'on va réavoir des conflits. Okay, donc, juste pour conclure sur... Parfaitement dans ta ligne. Comme d'habitude. Incroyable. Tu m'as dit 40 minutes, ça fait 1 heure, c'est parfait. Ça fait 1h10, mais je te dis 40 parce que je vous dis, il a parlé 1h30. Là, ah voilà, je peux encore parler 20 minutes, hein, aucun problème. Sur ce slide. Donc, j'espère vous avoir montré qu'en fait, la question des coûts, elle est importante parce qu'elle permet de mieux comprendre ces cycles de violence. Et en fait, ces cycles de violence, il faut en avoir conscience parce qu'en fait, ils sont, grosso modo, ce qui explique le plus en fait la violence de ces conflits civils qu'on connaît aujourd'hui, sur ces centaines de milliers de morts qu'on a chaque année liées à ces conflits civils. Je ne vous avais pas montré cette statistique parce que c'est lundi soir, je ne vais pas complètement plomber votre semaine, mais quand on regarde le nombre de morts en fait, qui est lié aux conflits civils chaque année, on est à peu près, je vais vous donner le chiffre, depuis la fin des années 90, on est à peu près en moyenne, jusqu'aux années 2000, à peu près 100 000 personnes qui décèdent chaque année liées aux conflits civils, de manière directe. Je ne prends pas en compte tous ceux qui vont décéder à cause de maladies, de famines, de migrations, etc. Donc c'est vraiment ceux qui sont directement affectés par la violence. Si vous regardez depuis 2010, en moyenne, donc on était avant, 80, 100 000, depuis 2010, on est à peu près sur quelque chose qui est 200, 220 000, et avec une croissance chaque année du nombre de décès liés à ces conflits civils, à nouveau de manière directe. Ça ne prend pas en compte tous les coûts. Ça sont les estimations, est-ce que tu les as pas toujours... Maintenant, c'est des estimations très précises. Donc, si je vous montrais les graphiques, on a effectivement des estimations basses, hautes. On est à 10%. C'est énorme, hein, 10%. On parle de humaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas être entre. Il y en a 5000, il y en a eu. Et on le voit très bien. Et il y a le pic de 94 avec le génocide, en fait, au Rwanda. Et donc voilà. A priori, les chiffres sont assez là-dessus. Et donc, d'où l'importance en fait de bien comprendre ces cycles de violence au regard de ces chiffres, et notamment sur les points sur le fait qu'être exposé à la violence en tant qu'individu ou en tant qu'institution, en tant que pays, ça a des effets de court, de moyen et de long terme qui vont en fait continuer à renforcer les griefs entre les populations, affaiblir les institutions de ces pays-là, et d'où la nécessité en fait d'avoir des investissements pendant les conflits, avant les conflits et après les conflits pour restaurer à la fois cette confiance entre les communautés. C'est la question économique qui est en fait, qu'on veuille ou non, un élément clé de la violence, c'est les conditions économiques de ces individus, et ainsi renforcer la cohésion sociale. Et le point, moi qui me semble extrêmement important, c'est la question de l'évaluation de ces coûts. Parce que dès lors qu'on est capable de quantifier les coûts en prenant en compte la diversité économique de ces pays, de prendre en compte la temporalité, moyen, court terme, long terme, quand on parle d'enfants et de capital humain, on peut avoir une vision sur le long terme de qu'est-ce que ça signifie pour une société. Si vous avez 4, 5, 6, 10 cohortes d'âge qui sont affectées, comme en Syrie, par un conflit armé, on sait ce que ça peut donner sur 30 ans et on sait quel est le coût que ça peut représenter. Et dans ce cas-là, si on a ces coûts je dirais financiers, on a un rapport à le coût de l'intervention qui, lui, est complètement différent. Et en plus de ça, un dernier point à mon sens à regarder, c'est vraiment la nécessité de
d'avoir plus d'informations, d'avoir plus de recherches. Ah, voilà. Vous pouvez la mer, hein, si vous voulez faire du lobby pour plus de moyens en recherche en économie, sur les mécanismes et les leviers d'action. En fait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas d'aller uniquement voir le décideur politique et de lui dire, par exemple en Inde, ça coûte 10 milliards, toute intervention qui est à 10 milliards moins 1, il faut le faire. Non, ce qu'il faut lui dire, c'est quelle va être aussi l'intervention la plus efficace d'un point de vue de la prévention, de la résolution du conflit, avec bien évidemment la question du coût en tête. Donc c'est à la fois quantifier des politiques, différentes politiques, et donner des chiffres aussi sur quels seraient les effets attendus de ces différentes politiques. J'étais à peu près dans les temps. Mais c'est à cause de vos questions. On ne peut pas là maintenant. Mais il y en a. T'as une question? Oui, sur Mais les posez-la, politiques c'est bien, elle est bien. que tu mettrais en œuvre pour reconstruire ou en stratégie de prévention. J'entends rien. Tu as 10 minutes pour répondre à cette question. Alors en fait, je pense, et attention, une réponse d'économiste, ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend de la nature de la violence, ça dépend de la nature du conflit. Je pense qu'on ne résout pas et on n'a pas le même effet quand on est sur un conflit d'un groupe avec une idéologie quelle qu'elle soit. Prends 2 exemples. Si je te prends le conflit en Inde, le conflit maoïste, tu vois, c'est un conflit qui finalement n'a un effet que très faible sur les populations locales, mais un effet finalement très fort sur le système économique. Et donc on sait par exemple que si tu protèges, entre guillemets, les firmes les plus importantes, donc celles qui vont avoir, je dirais, le plus de connexions dans ton pays, tu vas arriver à quasiment couper de moitié le coût de la violence économique. Et en fait, pour une intervention très minime, tu peux arriver... Donc ça, c'est dans le cas d'un conflit, tu vois, finalement, qui a une caractéristique particulière, qui n'oppose pas des groupes sociaux, des groupes religieux. Maintenant, si tu parles, par exemple, sur le conflit, quand tu es sur le génocide au Rwanda, c'est pas du tout les mêmes considérations. C'est-à-dire que ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que des populations pour lesquelles il y a un génocidaire, que tu sois capable de les refaire discuter entre elles, de les faire refaire société entre elles. Et tu vois là, du coup, c'est pas du tout les mêmes mécanismes que tu vas mobiliser, et tu vas avoir à la fois, là, du coup, des interventions protéiformes, dans le sens où tu vas avoir une intervention économique, c'est-à-dire que si tu veux faire en sorte aussi que les individus acceptent de rediscuter ensemble, il faut qu'ils aient le temps et l'énergie de rediscuter ensemble, et pour ça, il faut qu'il y ait la possibilité pour eux de finalement manger à leur faim. Maintenant, ce qui soit leur intérêt, ça soit de discuter ensemble et puis de se nourrir. Donc ça de créer en fait les leviers politiques pour une meilleure représentation, de probablement créer aussi les zones, les lieux où ils peuvent se réunir en toute confiance. Donc tu vois, c'est en fait, et c'est ça qui est assez compliqué cette question-là, c'est que on va avoir des solutions qui doivent être, je dirais, designées, non? Ouais, non, adaptées. Pas designées, qui doivent être spécifiées en fonction des pays et vraiment en fonction des conflits. Merci beaucoup. Alors, je prends toutes les questions. Alors moi, je vais te poser une question désagréable. Bon, et à moi à la poser. Alors, ce qui ressort de tout ce que tu as présenté, c'est une multiplicité d'études argumentées, solides, et sur un laps de temps très important. Quelle influence tout ça peut avoir sur le fonctionnement des institutions, des pays, voilà. Est-ce que tu sais si ça finit par avoir un écho? Oui, je pense que donc ça va être à des niveaux différents. Je pense que si on regarde sur par exemple, les politiques qui sont mises en œuvre sur la reconstruction, maintenant on sait mieux, le jour où on sera amené à reconstruire l'Ukraine, on a plus d'informations. Donc on va pouvoir renseigner le décideur politique sur comment il faudra, où seront les priorités. Ça, on sait. Est-ce qu'après, en tant que chercheur, on sera équipé?
Ça demande un peu de qui sera à la charge qui sera en charge de le pays à ce moment-là. Quand on parle à un niveau microéconomique, aujourd'hui, il y a plein d'études à la fois en économie, en sciences politiques, en psycho, sur quels sont les bons leviers pour faire en sorte que deux individus, dont un a été victime et l'autre qui a commis la violence, puissent réenclencher un processus de discussion. Ça, on le sait aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que les individus aient un meilleur sens de qu'est-ce que le bien public? Là aussi, en fait, maintenant on sait quels sont les leviers qui font faire que sur des communautés, les individus vont avoir envie de retravailler ensemble. Donc à nouveau, je pense qu'il y a peu de médiatisation, on parlait tout à l'heure des médias, il n'y a pas forcément une médiatisation accrue de toutes ces interventions microéconomiques dans ces sociétés-là, dans ces localités où il y a de la violence, mais c'est des choses qui existent et qui s'appuient pour beaucoup sur la recherche. Comment on peut mettre en œuvre effectivement toutes les recherches et évaluations que vous faites pour effectivement agir par anticipation et à titre préventif, alors qu'aujourd'hui on a des institutions internationales qui sont mises à mal? Comment concrètement convaincre tous ces pays en conflit de permettre de voir ces solutions? Parce que très franchement, pour certains conflits ethniques, le coût du conflit, je pense que là, c'est inaudible pour eux. Alors, mais c'était un peu le point ici de Chris Blackman, c'est de dire en fait, il y a d'autres déterminants que le déterminant économique, et qui sont en fait des déterminants où il y a d'autres ressorts en fait, et que du coup, la question du grief, il peut n'avoir rien à voir avec l'économie. Le point, économiste, c'est pas de dire que tout est expliqué, est explicable par l'économie, c'est clairement pas mon propos, c'est pas ça que j'ai renvoyé aujourd'hui. Mais par contre, l'économie sert souvent de prétexte à la violence et permet d'expliquer la... Maintenant, sur comment faire entendre ça au pays, là à nouveau, c'est compliqué. En fait, je pense pas qu'on ait une bonne réponse à apporter à tous les conflits. Si on prend aujourd'hui le conflit en RDC, je ne suis pas convaincu que le gouvernement de République démocratique du Congo soit complètement fermé à toute solution. Sauf qu'en fait, il y a aujourd'hui une réalité de terrain qui fait qu'ils n'ont pas la capacité, ce qu'on appelle la capacité de l'État, de se projeter à 2000 km de la capitale pour pouvoir résoudre le conflit. Je connais beaucoup de collègues qui travaillent dans la région nord et sud Kivu. Ils disent, mais en fait, la corruption, elle est endémique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les forces de l'État sont complètement corrompues. Et donc là, il y a un argument purement économique, c'est s'ils sont corrompus, c'est qu'il y a un besoin économique. Donc voilà, là, on a un vrai vecteur d'influence potentiellement. Et puis une véritable instabilité politique dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Complètement. Et puis avec des... Je voulais poser une question à propos de cette notion que je ne connaissais pas de cycle vicieux. Parce qu'avant que vous commenciez votre conférence, j'ai regardé le titre et je me disais, du premier cercle vicieux, où il y a quand même le fait que ce qu'on croit être un aboutissement est le début à nouveau de quelque chose qui se répète potentiellement à l'infini. Et cycle vicieux, ce n'est pas du tout pareil, ça veut dire qu'il y a une forme de durée, où on a par exemple une situation de violence, et puis après on va estimer en fonction de critères comme l'accord entre l'État et sa population, des signatures, on va estimer qu'il n'y a plus de violence. Alors la question que cette notion de cycle vicieux se pose, c'est à partir de quel moment l'économiste peut estimer qu'il n'y a plus une situation de violence, parce que comme vous l'avez dit, il peut y avoir des accords, du pardon, du ceci, du cela, mais quand il reste par exemple, vous avez cité la famine, les maladies, c'est des violences terribles ça, dans la façon dont les conflits ont une conséquence sur la vie même des populations. Alors, donc, voilà. Deux réponses par rapport à ça. La première, c'est que sur la notion de cercle et de cycle, j'avoue avoir fait une traduction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne me suis jamais posé la question en ce sens, parce qu'en fait, non, mais c'est du coup, c'est un très bon point. Du coup, c'est une très bonne question, mais ça n'a pas été un choix délibéré.
dans le sens où on parle voilà, travailler en anglais tout le temps, et c'est le terme qu'on utilise. Donc, voilà. Mais à coup part, j'ai pas eu une réflexion aussi poussée, mais du coup c'est une très bonne question. Maintenant, sur la deuxième partie qui rejoint la question des cycles, et de dire quand est-ce qu'on peut considérer qu'un pays. On a aujourd'hui des indicateurs, et j'ai des collègues qui font des choses super sur, et y compris sur la question géopolitique, sur les tensions géopolitiques, qui en fait prédisent des probabilités de conflit. Donc c'est en fait des modèles statistiques qui sont couplés à des modèles théoriques assez poussés, où en gros ils vont estimer la probabilité qu'un pays puisse rentrer en guerre le mois prochain, dans un an, etc. Les collègues, et notamment c'est des collègues à Barcelone qui font ça, ils vont regarder le contenu des médias. Et en fait, ils vont avoir une analyse textuelle quotidienne de tous les médias des pays. Donc ils collectent toute l'information, ils ont des modèles qui sont entraînés, donc c'est des modèles de machine learning, qui vont en fait s'entraîner à prédire sur ce qui a été dans le passé. Donc en gros, ils vont dire, par exemple, le conflit en RDC, ils vont aller regarder, prendre tout le corpus de journaux qu'ils peuvent trouver sur la période, et ils vont entraîner le modèle à estimer si à partir de certains mots-clés, à partir de certains événements, ça peut prédire la violence. Et donc en fait aujourd'hui, ils ont mis en ligne, je pense que c'est en ligne, un outil qui vous permet de manière quotidienne de voir l'évolution de la probabilité, soit que deux pays rentrent en guerre, soit qu'un pays connaisse un conflit civil. Ça reste une probabilité, et donc le jour où il y a le conflit, évidemment on est à 1, mais eux, leur modèle n'aura jamais dit qu'on aurait été à 1. Simplement, ça vous permet de donner une autre dimension. Je parle après sur la question géopolitique. Il y a aussi un renouveau de la littérature sur géoéconomie, en fait, où on va regarder, les collègues vont regarder, notamment quand on regarde les tensions qu'il peut y avoir entre des pays, les liens commerciaux entre les pays, et ils vont calculer des probabilités de conflit entre ces pays-là. Et ils donnent un exemple, donc c'est des modèles qui sont estimés, calibrés à partir de données historiques. Et ils présentent de manière remarquable l'évolution de la probabilité de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et vous regardez donc, ce qu'ils appellent, eux, une forme de découplage des économies, c'est-à-dire que les économies qui avant étaient proches, parce qu'il y avait des liens commerciaux, il y a plein de choses, des investissements, etc. Quand ils prennent ces mesures-là, ce qu'ils constatent, c'est que le lien entre la Russie et l'Ukraine, c'était des pays, des économies qui étaient très proches, et qui, dans le temps, commençaient à diverger. Et en fait, ils ont calculé les probabilités. Et en fait, au moment où le conflit armé, au moment où la Russie envahit l'Ukraine, c'est la période, c'est le moment où la probabilité est la plus élevée. Et donc en fait, on est aujourd'hui capable de donner une approximation de ces probabilités d'observer des conflits entre les pays au sein des pays. Donc ça reste des outils imparfaits. Oui, à propos d'appropriation de ressources, je vois, quel est l'impact des transnationales qui ont souvent pour vocation de piller les ressources, que ce soit minières ou agricoles ou autres, et quel est le levier qu'on peut actionner par rapport à cet impact? Alors, c'est une bonne question. Donc, sur les ressources minières, on montre qu'il y a une importance de qui détient ces entreprises. D'accord? Ça signifie qu'on montre, quand je dis on, sur un article qu'on a écrit il y a quelques années, on montre sur l'Afrique, sur à peu près 20 ans, que qui possède l'entreprise est important. C'est-à-dire que si on devait les classer de manière un peu plus vertueuse ou moins vertueuse, les plus vertueuses sont les firmes domestiques, c'est-à-dire que c'est celles pour lesquelles on observe le moins de violence autour de leur activité minière. Après, on a les firmes donc, étrangères. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il y a une distinction entre les firmes étrangères en fonction si c'est d'anciennes puissances coloniales ou si c'est lié à des pays qui n'ont pas de liens coloniaux avec ces pays. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, les zones, les mines qui sont exploitées par des firmes étrangères qui avaient un ancien lien colonial, c'est des endroits où il y a aussi un peu moins de violence par rapport à des entreprises qui viennent dans le pays exploiter les minerais sans avoir de lien colonial. Donc il y a plein d'histoires qu'on peut expliquer cela par une meilleure connaissance du pays, peut-être parce que les gouvernements en place vont avoir tendance à plus protéger les zones en souvenir de ces liens coloniaux parce que c'est des firmes domestiques. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on montre là, c'est que
qui possède la mine, qui exploite la mine, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Sachant que le cas de Lafarge, pour ne pas citer ce cas commun, c'est un cas qui se répète et qu'on retrouve énormément dans les données. Il y a énormément d'articles qui montrent statistiquement qu'il y a un lien très fort entre le financement de ces groupes armés et ces firmes qui notamment payent pour protéger l'exploitation de ces ressources. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément, mais c'est quelque chose qu'on a énormément aussi de manière complètement indirecte. C'est-à-dire que des fois, c'est uniquement entre la route, entre le lieu de production et le lieu d'exportation du minerai, où vous allez avoir des systèmes de taxation tout au long de la route. Et pour vous donner un exemple, donc c'est pas vraiment sur le conflit minier, mais j'étais la semaine dernière, j'étais avec des collègues sur la question des mines artisanales au Pérou. Travaillant aussi sur la question des mines artisanales. Et donc en fait, il y a une région, Madre de Dios, où il y a la plus grosse, la deuxième région aurifère du monde, et donc il y a une exploitation depuis 40 ans, avec énormément d'usage de mercure. Et mercure, il vient plutôt du Mexique, il passe par la Bolivie et l'Iran. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, donc, sur cette étude-là, c'est que la route entre la ville, entre les deux villes en fait, et sur le part et d'autre de cette route-là, qui dure 4 heures, c'est là qu'on trouve toutes les zones de mines artisanales. Ben, le prix, du mercure, il passe de 100 à 1300 dans l'espace de 4 heures de route. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des barrages et il y a de la taxation qui se fait. Et la plupart, c'est de la taxation qui est faite par les autorités. C'est-à-dire qu'ils vont venir taxer en fait les camions pour les laisser passer. Il va falloir. Et donc ça, c'est pour dire que dans le cas par exemple, des exploitations minières, on a un financement des groupes armés qui passe énormément par ça. C'est-à-dire que même si les entreprises ne payent pas, on va avoir tout un système de toute façon d'approvisionnement qui, pour passer les différents checkpoints, passer et aller sur la route, vont devoir payer. Et nous, ce qu'on montrait dans l'article à l'époque, c'était grosso modo, il y avait un quart de la violence en Afrique qui s'expliquait par la présence de ressources naturelles, et notamment la variation du prix des ressources naturelles entre 1995 et 2010, et que le mécanisme principal, c'était le financement des groupes armés. Et que du coup, les groupes armés se servaient sur ces ressources minières. Alors, et hop, vas-y. Oui, je voudrais juste revenir un instant sur ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai que c'était des républiques, ça faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et qu'il y a eu tout de même un accord qui a été signé, sauf erreur de ma part, en 1994 à Budapest, au terme duquel la Russie, ex-Union soviétique, ayant accordé, vu l'effondrement de l'État soviétique, la souveraineté à l'Ukraine, la restitution de ses ogives nucléaires. Il faut savoir que l'Ukraine était à l'époque la troisième puissance nucléaire mondiale. Et le fait d'avoir restitué en 1994 les ogives nucléaires à la Russie a considérablement affaibli l'Ukraine. Jamais Poutine aurait attaqué l'Ukraine si, à Odessa notamment, il avait envoyé des missiles et des sous-marins nucléaires. Donc, par rapport à tes collègues espagnols qui font de la prévision à partir de ce qu'on appelle de l'analyse linguistique, etc., pour pouvoir détecter des signaux faibles, là c'était vraiment un signal fort qui pouvait montrer que tôt ou tard, il y aurait eu la volonté de reconstituer un empire, une guerre qui serait déclenchée contre les ex-États soviétiques. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où il remonte dans le temps, compte tenu des données, etc. Je regarde. Probablement que ce type d'événement, ils doivent le capturer. Parce qu'en fait, comme ils font l'analyse textuelle, ils vont repérer en fait cette couverture médiatique, parce qu'il y a eu une couverture médiatique qui a été faite à l'époque, en lien, donc ils vont pouvoir, le modèle va apprendre de ça. Donc il va apprendre effectivement que 30 ans plus tard, voilà. Mais donc c'est sûr que ça vient contribuer, ça nourrit le modèle. Oui, moi quand je vois écrit convoitise et grief, je me dis qu'on est mal barré parce que ça changera pas. Les convoitises et les griefs, c'est permanent. Toujours. Surtout elles sont mal avec des minerais rares, des choses comme ça. Voilà. Et puis je voulais savoir aussi si les chercheurs vont sur les lieux des conflits. Les ou est-ce qu'ils travaillent comme moi. Comme toi, par exemple. Est-ce que vous allez sur les
pour voir est-ce que c'est utile d'abord, ou est-ce que vous n'avez que des datas qui vous permettent de travailler je dirais qu'en fait, on va avoir il y a deux aspects. Il y en a beaucoup qui vont travailler plutôt sur l'aspect qualitatif. Donc tu vois, qui vont aller dans ces zones-là, il va y avoir des interviews, ils vont avoir des choses qualitatives. On va avoir un peu un entre-deux, où on va avoir ce que j'ai dit tout à l'heure, l'économie un peu comportementale, où en gros, on va arriver de manière aléatoire, donc tout ce qui va être un tout petit peu lié à l'épidémio, donc en gros, il y a certains groupes à qui on va traiter, d'autres non, et on va comparer l'évolution de ces groupes en fonction de ce qu'ils ont été traités ou pas. Donc là, il y a du travail de terrain. Et après, il y a tout le travail qui va être quantitatif. Là, c'est avec des données. Mais je pense, schématiquement, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'opposition sur ces outils différents parce que c'est perçu comme étant complémentaire. Moi, je les perçois comme de manière complémentaire. Parce qu'en fait, on ne raconte pas la même chose quand on va sur le terrain interviewer 10 personnes que quand on regarde sur 20 ans de données et sur 50 pays différents avec des localisations. C'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes conclusions. Si je prends le papier, l'article avec la ligne sur l'Inde, il y a un modèle en fait donc mathématique qui est estimé, qui permet d'estimer et de prédire quels seraient différents types de politiques publiques, quel serait le coût de cette politique et quels seraient les gains. Ça, par exemple, tu ne peux pas l'avoir avec une analyse qualitative. Voilà. Donc probablement qu'en fait, ça peut être des politiques un peu idéalistes, mais ça permet quand même de fixer un peu les idées sur le type de politique. Moi, je pense que c'est-à-dire que je suis un journaliste, donc les programmes de conflit, mais je pense que les analyses de coûts-bénéfices sont opérationnelles sur des échelles très précises. En macro, je ne connais pas beaucoup d'exemples où ça marche. Par contre, sur des choses, je prends par exemple actuellement, si on prend le Burkina Faso, et puis ce pays a décidé de faire sa propre politique par rapport aux djihadistes. Ce qu'ils font, ils font des rafles dans les villages, etc. Donc, résultat des courses, par exemple, actuellement, tous les troupeaux du désert qui partent de la Mauritanie, quand je dis troupeaux, c'est par exemple, y compris des tribus avec des 3-4 000 bêtes qui s'en vont, et tout ce qui se la veut. Donc, là, même un pays comme le Burkina Faso, il y a des économistes, ils évaluent ces choses-là. Dans d'autres conflits, par exemple en Afrique, c'est par exemple la disparition des cultures vivrières ou des circuits de production qui viennent ailleurs, etc. Donc là-dessus, il y a des possibilités, à partir du moment où, je ne sais pas, les équipes au pouvoir ne sont pas trop... voilà. Il y a des possibilités de travailler. Ou par exemple, il y a des quantifications sur, je ne sais pas, moi je me souviens longtemps du conflit sur le Niger. Bon, le Niger, ça affecte tout un truc. Donc à partir de ce moment-là, il y a des quantifications. Donc là, on met autour de la table une série de corps de métier, etc., pour voir ce que ça donne. Là, ça fonctionne. Sur des choses un peu plus macro, Tout conflit est micro initialement. Tout conflit, notamment les conflits sont micro initialement. Quand je dis micro, ce sont des unités. Mais je pense que beaucoup de la très grande majorité de ces conflits armés civils, je ne parle pas des conflits interétatiques. Là, il y a deux considérations. C'est les conflits qui sont très microéconomiques, en fait, au départ. Donc je pense qu'une compréhension fine de ces conflits, des politiques qu'on peut y amener, dans les exemples qui étaient cités, je pense que c'est des conflits qui ont des natures très différentes, et être capable, en fait, parce que les natures sont différentes, de proposer des solutions différentes et d'estimer les coûts de manière différente. Quand on pense aux routes de transhumance, on sait très bien que les routes de transhumance, au regard du changement climatique, la valeur de ces routes de transhumance, les conflits qui vont naître entre ceux qui font la transhumance et les propriétaires terriens, il va exploser. On le sait. Après c'est vrai qu'à une échelle nationale, puisqu'on parlait tout à l'heure des récits, moi j'ai suivi l'Afrique du Sud pendant longtemps, c'est vrai que le rôle par exemple d'Esmond Tutu, c'était pas simplement de paix interprofessionnelle, et de De Clercq aussi, parce que dans le côté De Clercq représentait aussi une sorte de d'évidence libérale, etc. Et l'affaire de coût aussi, combien ça coûtait, c'est-à-dire qu'à un moment, le passage, la
le basculement d'une série de blancs qui étaient quand même pro-apartheid, c'était des coûts économiques, voilà, sans parler des coûts extérieurs, hein, de boycott, etc. Là, ça avait fonctionné. Cette parole publique, politique au plus haut niveau avait fonctionné avec une série d'acteurs qui avaient fait un discours à la fois de paix, mais aussi avec des données économiques. Je dirais que je pense pas que le fait d'avoir une meilleure analyse du coût et du bénéfice ne garantit pas d'avoir la bonne politique. Et c'est pour ça que pour moi le point important sur lequel en manque de temps, c'est l'analyse des mécanismes. Je voulais finir en fait là-dessus parce que une fois qu'on a... Non, je vais finir ma présentation tout à l'heure avant les questions là-dessus, c'est qu'en fait, avoir les coûts et les bénéfices, c'est une chose, mais si on ne sait pas comment et quels sont les mécanismes et les outils qu'on peut mobiliser, avoir un coût et un bénéfice, ça ne change pas grand-chose. Savoir qu'il faut intervenir, mais je ne sais pas comment, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est les deux qui doivent fonctionner en parallèle. Il y a des choses qui ont fonctionné, par exemple le coût du sida. On prend sur l'Afrique le coût du sida. Pourquoi? Parce que quand le sida frappait, il frappait souvent des jeunes hommes, etc. Donc ça déstructurait totalement les familles. Et on le voyait au niveau de l'agriculture. Il y a des économistes qui avaient calculé ces affaires-là. Ça a eu beaucoup d'impact. C'était compréhensible par les populations, y compris dans les politiques prophylactiques. On l'a vu avec le Covid. Hein. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas eu un coût économique du Covid, on ne serait probablement pas allé aussi vite pour avoir des vaccins. C'est une réalité. Ouais, pardon. Moi, il y a un mot qui n'a pas été, deux mots qui n'ont pas été prononcés dans la soirée, c'est capitalisme et argent. On a parlé des coûts, mais les coûts, c'est pas pour tout le monde. Il y a des enrichissements aussi. Oui, il faut les considérer. On ne peut pas considérer que les coûts et se taire sur les enrichissements. Je pense qu'il faut parler des deux. Alors, par exemple, il y a Jaurès, il y a... Je veux dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire qu'on ne peut pas se contenter des constats. On fait ces constats, les coûts en soi, les causes en soi, c'est pour aller vers quelque chose. Jaurès, il a dit, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit porte l'orage. Il ne voulait pas faire cette constatation. Il voulait dire, à partir de ce que je vous dis, ça veut dire qu'il faut combattre le capitalisme qui est la cause de la guerre. C'est ça le fond du problème, c'est pas le capitalisme porte en lui la guerre, c'est pas le constat qui est le fond de l'affaire. Et alors moi je pense que les coûts, ce qui était fort intéressant, c'est aussi dans quelle mesure les coûts, ils permettent, est-ce qu'ils vont permettre d'aller vers ce que nous voulons, c'est-à-dire la fin des guerres, la fin des conflits. Or, la liaison, je ne sais pas comment la faire, mais si on ne parle que des coûts en soi, on ne peut pas faire la liaison avec le fait qu'il faut aller vers à quoi ça sert pour éviter, pour la fin des conflits. Si ça ne sert à rien, bon, c'est intéressant pour ceux qui l'étudient, mais ce n'est pas intéressant pour les peuples de savoir ces choses-là. Alors, moi je pense que ça a un intérêt quand même, hein, de savoir ce que ça coûte et ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas fait ça. Il y en a qui en ont mis dans les poches quand même entre-temps, hein, ils ont pas perdu leur temps. Alors, voilà, et sur les conséquences, les déterminants, que j'appellerais les causes aussi, il y a celles dont je viens de parler, en particulier donc le capitalisme. Il n'y a pas que... Je ne veux pas le réduire à ça, mais c'est un gros morceau quand même de l'histoire. Alors il me semble qu'il faudrait essayer de faire des liaisons entre les problèmes qu'on a posés et le fond des choses. Sur pour répondre aux différents points, donc le premier, et je pense que c'est un point important, je ne l'ai pas évoqué parce que je pense que c'est un point important, c'est que tout ce type de travaux d'estimation des coûts et des bénéfices, s'il n'y a pas un relais politique derrière, il reste cantonné, je pense que c'était un peu votre point, sur l'aspect académique de l'exercice qui donne de l'information, etc. D'où, et c'est pour ça que je disais que j'étais d'autant plus ravi, et encore plus maintenant où la parole scientifique est de plus en plus dévalorisée, notamment depuis quelques mois aux États-Unis, de la nécessité d'intervenir et de vulgariser devant différents publics, que ce soit des lycéens, des collégiens, des chercheurs dans d'autres domaines, sur des politiques, parce que je pense que c'est extrêmement important de recréer ce lien scientifique et la nécessité qu'il y ait un éclairage du débat public par la science
et par de la science qui sont. Je ne viendrai pas vous parler d'inflation. D'accord? C'est pas parce que je suis économiste, je peux parler d'inflation, je peux vous parler de la politique de santé de l'État français. Je pense que c'est la nécessité aussi d'avoir des gens qui travaillent sur des questions, se prononcer sur des questions et qui aient cette capacité de diffuser cette information. Donc ça, c'est le chaînon manquant dont je n'ai pas parlé, mais qui est effectivement une nécessité. Est-ce que sur les conflits, est-ce qu'en tant que scientifique, on voit qu'il y a des gagnants et des perdants? C'est une évidence. On le voit. Si on sort du cadre uniquement de l'industrie de l'armement, parce qu'on entend parler beaucoup en ce moment sur le fait qu'elle va s'enrichir, parce qu'on va mettre 100 milliards sur la table, parce que les États-Unis délaissent les Européens. Si on regarde sur ce qu'on sait des articles de recherche, il y a un article fascinant de Eliana Laferrara et je vous dis son auteur, c'est pas grave, il y a une quinzaine d'années. Ils ont regardé un cas qui est assez. C'est un cas un peu précis parce que du coup, c'est les besoins statistiques. Où en gros, c'était un système, et je vous dis de quel pays, donc africain, autocratique, informatif, où en gros, il y a des exploitations de diamants. Et ce qu'ils ont regardé, c'est qu'en fait, le leader du pays est décédé de manière subite. Il y a eu un accident, il n'y avait absolument rien, c'était pas ses opposants, et voilà. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est l'évolution de la valeur des firmes qui exploitaient les diamants dans ce pays-là. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'à partir du moment où le leader, on a eu l'annonce publique de son décès, le cours boursier de ces entreprises a baissé. C'est-à-dire que le marché a intégré que ces entreprises avaient des accords, avaient par certains aspects déjà négocié avec le pouvoir en place, ces avantages, et que dès lors que cet individu n'était plus là, ce leader n'était plus là, ça remet tout de suite en cause. Et c'est exactement la même chose sur les gagnants et les perdants, c'est que là on voit bien qu'il y avait des gagnants à ce système autocratique de l'exploitation des ressources, si on revient sur la question de l'exploitation des ressources. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable d'identifier. Dans l'article avec Lavinia sur l'Inde, on est capable d'identifier qu'il y a des entreprises qui tirent profit du conflit maoïste. Pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, si moi je suis affecté par la violence, du coup la tribunal elle va décider d'aller chercher les biens soutiens. Sauf qu'en fait, si tout le monde fait ça, il va y gagner. Donc en gros, on va recréer une inégalité économique, c'est-à-dire que moi, en tant que zone géographique, je vais y perdre, et la zone dans laquelle mon concurrent va en profiter. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle de gagnant finalement à ce que moi je sois affecté par la violence que pour autant c'est de sa faute. Il répond juste à un besoin qui est que pour continuer à produire, Muriel va peut-être avoir besoin d'aller chercher le bien que moi je ne peux plus lui fournir ou à un bien trop élevé ailleurs. Donc ça fait du bien gagnant, ça crée une inégalité économique, mais pour autant il n'y a rien, c'est pas fait de manière stratégique. Je ne dis pas que c'est une cause. Si. Ça peut être une cause. Donc c'est à nous de nous saisir politiquement de vos travaux, c'est noté. Mais voilà, tout relais d'accélérer les rangs est appréciable. Voilà. Pour remonter dans notre jeunesse, à nous, c'est l'exemple du Chili par exemple, où il y a eu un coup d'État et tout a été fait pour que toutes les firmes américaines qui ont provoqué le conflit, enfin, c'est pas le conflit, la destitution. Et on revoit la même chose aujourd'hui avec l'intervention américaine, que ce soit en RDC ou en Ukraine, qui conditionnent leur aide, quelle que soit la nature de l'aide, à l'acquisition de ces biens. Voilà, juste la dernière question. Oui, heureusement ici il y a 30 secondes. Donc par rapport à ça, ta réflexion me paraît intéressante. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert un tout jeune économiste qui s'appelait Gabriel, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Gabriel Zucman. Et Gabriel Zucman, sur les questions de fiscalité, enfin de fraude fiscale, etc., j'avais trouvé ça tout à fait passionnant. Et il y avait simplement un brin sur lequel il m'a un peu énervé, mais depuis que j'adore, donc c'est pas gênant, c'est qu'il disait j'ai eu accès par tout un travail à toute une série d'informations que j'ai traitées, etc. Mais il avait raison d'ailleurs. Moi, mon boulot, en tant qu'économiste, il est terminé.